Donc Jacques Rousseau, vous êtes responsable du service viticole au groupe ICV, en charge du conseil auprès des viticulteurs. Voilà. Vous animez aussi le volet recherche et développement en viticulture pour le groupe. Exactement. Donc vous allez nous rappeler d'abord ce qu'est la viticulture biologique, parce que c'est vrai que ça n'a pas encore été fait, et nous exposer donc les atouts de ce mode de production, mais aussi les contraintes pouvant se présenter aux viticulteurs. Bon, bonjour à tous. La zapette marche, j'ai supprimé les animations. Hein. Donc l'agriculture biologique est définie au niveau européen comme étant un mode de production qui met en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement, qui favorise la biodiversité, la préservation des ressources, le respect du bien-être animal. Donc ça, c'est la définition qui figure dans le règlement. C'est plus souvent connu comme l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, qui était la définition française de l'agriculture biologique dans la loi de 1980. Et pour certains consommateurs, l'agriculture biologique, c'est l'agriculture sans traitement, ce qui est souvent un abus. Concrètement, l'agriculture biologique repose sur un principe qui est de nourrir le sol pour nourrir les plantes, maintenir le sol vivant, donc par des pratiques comme les rotations culturales, les engrais verts, l'apport de compost de fumier et une fertilisation avec des engrais organiques ou des matières organiques figurant dans une liste restrictive. Pour la protection des plantes, le principe, c'est de favoriser la prophylaxie, les équilibres naturels, les rotations, les procédés mécaniques. Et quand ça ne suffit pas, utiliser un certain nombre de produits de traitement qui figurent dans une liste restrictive. Pour les herbages, c'est relativement simple. C'est tout sauf les herbicides. On peut considérer que les viticulteurs bio, ce sont les zéros d'hier. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont développé, maintenu un savoir-faire. J'ai mis les héros, pardon. Et ils ont développé à une époque, il y a 30 ans, où ce n'était pas à la mode, le fait que la fertilisation organique, c'était important pour la vie des sols, que l'herbe ou les engrais verts, c'était intéressant. Et ils ont perpétué et amélioré des techniques de désherbage mécanique alternatifs aux herbicides. Sur l'impact sur les sols, il y a des travaux de longue durée qui montrent qu'effectivement, les modes de conduite en agriculture biologique améliorent l'activité biologique des sols, soit par le nombre de champignons symbiotiques, le nombre de carabidés, donc d'insectes qu'on peut trouver dans les sols, également sur la biomasse microbienne. Il y a un certain nombre d'essais qui montrent que l'agriculture biologique a cet effet-là. Bien entendu, il faut un certain temps pour les mesurer. Mesurer ces différences. Autre intérêt de l'agriculture biologique, ils ont démontré l'intérêt des équilibres biologiques. Actuellement, plus personne quasiment n'utilise l'acaricide. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Et quand les premiers travaux de l'IFEV ont montré l'intérêt des typhlodromes, à l'époque, on s'est aperçu que sur les vignes bio en particulier, on en trouvait très facilement. Plus récemment, des travaux toujours de l'IFEV ont montré que la présence de chiroptères, de chauves-souris, permettent de réduire les populations d'eudémis. Et tout à l'heure, ça fera référence à les travaux qui sont menés au niveau de la cave. Je pense qu'un des points forts de l'agriculture biologique, c'est au niveau de la préservation des sols, qu'il ne contribue absolument pas à la contamination des eaux de surface en herbicides. Et quand on sait que 96% des eaux de surface en France contiennent des résidus et que parmi ces résidus, c'est essentiellement des herbicides, c'est quelque chose qui est assez sensible actuellement. Par contre, il y a quand même un certain nombre de freins. Le cuivre, les sols viticoles sont caractérisés par des teneurs en cuivre importantes et on sait que le cuivre a un impact négatif sur l'activité biologique, réduction de la vie microbienne, réduction de la biomasse des lombriciens et des impacts sur les rhizobiums. Diapo suivante. Le cuivre, c'est une histoire héritée de l'introduction du mildiou en France, qui, 4 ans après, a permis de trouver une solution avec le professeur Millardet, qui a trouvé la bouillie bordelaise à base de cuivre. Et depuis cette période-là, toutes les vignes de France sont sulfatées, du terme utilisé du sulfate de cuivre. Et à l'époque, vous voyez qu'on était très rigoureux sur les conditions d'application pour préserver la santé de l'applicateur. Mais les doses de cuivre apportées à cette époque-là étaient phénoménales. On apportait, d'après Branas, entre 20 et 50 kg de cuivre métal par hectare et par an, et ce, pendant 70 ans. Les doses ont fortement réduit depuis les années 50,
Et il y a 30 ans, on trouvait encore des spécificités de cuivre homologuées à 5 kg par hectare, puis à 3. Maintenant, on a des spécificités homologuées à moins de 1 kg. Mais cet impact sur les sols a entraîné des restrictions. Et donc, les bio ont été les premiers à les mettre en place avec une limitation à 6 kg de cuivre par hectare et par an. Donc, c'était en agriculture biologique en 2008. Et la réglementation générale a suivi cette année avec 4 kg par hectare et par an de cuivre. Un des problèmes des bio, c'est les rendements. Alors, il est difficile d'avoir des données sur les rendements en bio. Là, en bas à gauche, vous avez l'enquête faite par Sud de Vin Bio que m'a transmise Valérie et Nicolas, où sur l'échantillon enquêté, 10% ou 12% des surfaces de vignes en Occitanie, les rendements moyens étaient de 51 hecto-hectares en 2015 et ils sont tombés à 35 et 34 en 2017 et 2018 à cause du gel et de la sécheresse en 2017 et du milieu en 2018. Ces rendements-là, on ne peut pas du tout dire que c'est des rendements moyens en bio. Dans beaucoup d'essais, on voit qu'en bio, il y a souvent 15, 20 à 30% de rendement en moins. Mais ces rendements-là, c'est souvent quand on voulu. C'est souvent un choix de certains nombre de viticulteurs bio d'avoir des petits rendements pour des objectifs de qualité ou de profit. Parfois, cette baisse de rendement est subie. Le principal facteur de baisse de rendement, c'est au moment de la conversion, la reprise du travail du sol, des pratiques non appropriées comme un décavinage trop profond qui va entraîner une destruction du système racinaire et une baisse de rendement durable pendant 4, 5 ans ou plus. Autre facteur de baisse de rendement, c'est la maîtrise des problèmes phytosanitaires, et Nicolas Constant en parlera tout à l'heure. Et on peut aussi mettre en cause la fertilisation inadaptée et parfois l'abus de compost au détriment de formules d'engrais un peu plus minéralisables. Diapo suivante. L'exemple de la cave des vignerons d'Héraclès montre que ce n'est pas une fatalité. Vous avez les rendements moyens de la cave depuis 5 ans, depuis 2015, et vous voyez qu'en année normale, 2015 ou 2016, la cave faisait 90 et 82 hectos de moyenne. En 2017, sécheresse et gel, forte baisse de récolte. 2018, comme le disait Jean-Fred Coste, c'est le mildiou. Mais on peut trouver des vignes bio avec des rendements tout à fait normaux. Les principales contraintes en agriculture biologique, moi je placerai au premier rang le travail du sol. Passer d'un système avec herbicides partiels, sur le rang en tout cas, à 100% mécanique, c'est un changement d'itinéraire important qui implique des investissements en matériel, choisir le bon matériel intercept ou de travail du sol, voir le tracteur avec la bonne puissance. On commence à avoir un choix de matériel important et tout à l'heure, Christophe Gaviglio nous présentera un petit peu les perspectives à venir. Ça implique également des besoins en main-d'œuvre supplémentaires et de la formation de cette main-d'œuvre, formation des gens. Travailler le sol, c'est un savoir-faire. Parmi les problèmes phytosanitaires que l'on rencontre, les trois principaux qu'on peut recenser, c'est d'abord le mildiou. Le mildiou qui va devenir un problème qui est de plus en plus important avec les limitations réglementaires de cuivre. Le black rot, c'est un problème plus localisé. Et la flavescence dorée, là je laisserai Nicolas développer ça. Diapo suivante. Par rapport à ça, il y a des perspectives d'avenir. L'utilisation de cépages résistants. Et ça, c'est une véritable question qui se pose pour les viticulteurs en général et pour les bio en particulier. Ils apportent une solution sur la maîtrise de phyto, la réduction des phytos. Ça pose des questions par rapport à l'image des vins, à la qualité des vins, à la certification. Diapo suivante. Très rapidement. Oui. Donc, juste pour dire rapidement que l'agriculture biologique se caractérise par une augmentation des temps de travail et donc du coût de production, qui est estimé classiquement à 15 ou 30%. Et donc, en conclusion, mon timing n'était pas si mal, hein, on peut dire que l'agriculture biologique, ceux qui choisissent l'agriculture biologique, choisissent un mode de production avec des exigences très strictes, ce qui suppose une motivation forte de la part des vignerons. On voit qu'il y a encore des problèmes techniques qui nécessitent des améliorations techniques et sur des thèmes qui peuvent être transversaux et qui intéressent l'ensemble de la viticulture et pas uniquement les bio. Ça reste, selon moi, un mode de production difficile à généraliser. Donc, c'est utopique, à mon avis, de dire que 100% de la viticulture bio française peut être en bio. Comme on l'a vu ce matin, c'est une valeur qui est reconnue par les consommateurs. Et donc, on peut être sur un équilibre économique, comme on l'a vu ce matin, mais à condition que les prix de vente des vins bio soient plus élevés que les marchés conventionnels. Voilà, merci pour votre attention.
Merci Jacques. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a quelques questions pour Jacques Rousseau sur ces rappels fondamentaux, la viticulture biologique, ses contraintes, ses atouts aussi? Juste peut-être, selon vous, vous disiez que c'était difficile à généraliser. Qu'est-ce qui est pour vous, que la bio serait difficile à généraliser? Qu'est-ce qui reste le plus difficile? D'abord le travail du sol, l'acceptation de la prise de risque par rapport aux maladies. Il y a des situations, paradoxalement, il y a des situations de coteaux très pentus où se passer d'herbicides, techniquement, ça peut être difficile. Recruter la main-d'œuvre, investir dans le matériel, ça peut être un frein important. Et ça demande une motivation qui peut être variée. Il y a les pionniers du bio que j'ai rencontrés il y a plus de 30 ans, c'était la motivation santé individuelle. Les gens qui avaient eu un problème de santé avec personnel en utilisant des produits qui ont choisi de passer en bio. Après, il y a eu une autre motivation qui était plus environnementale ou le souci de préserver des exploitations viticoles de type familial. Maintenant, on peut avoir d'autres motivations de type économique. C'est forcément une motivation sur le long terme. La conversion, c'est 5 ans. À partir du moment où vous décidez de passer en bio, il faut attendre au moins 5 ans avant de pouvoir avoir un retour économique. 3 ans de conversion technique, plus trouver le marché, etc. Donc, il faut tenir pendant cette période-là. Ça pose des problèmes financiers. Ça pose aussi des problèmes de motivation de la part des vignerons. Je ne sais pas si les vignerons bio dans la salle... Pour nous en parler tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Jacques.